Bienvenue à tous, nous sommes en direct pour parler d'actualité sanitaire. Nous nous réunissons ce soir pour revenir encore une fois sur la situation épidémiologique dans nos hôpitaux. Cette troisième vague qui est du moins inquiétante. Nous nous adressons à vous, téléspectateurs, pour vous protéger de la Covid. Aujourd'hui, seul le retour aux gestes barrières et une vaccination complète peuvent vous mettre à l'abri d'une contamination. Je dis le retour parce qu'on a l'impression que ces gestes barrières ont été complètement abandonnés. Avec mes invités, nous reviendrons sur les nouvelles formes de l'infection qui évoluent avec l'apparition et la diffusion des variants. Quels sont les traitements et quelles sont les complications? Éléments de réponse avec mes invités ce soir. Et j'ai l'énorme plaisir de recevoir le docteur Mihoub Nedjet. Vous êtes maître assistant en anesthésie et en réanimation au CHU de Blida. Bonsoir. Voilà, donc bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Alors, les échos que nous avons depuis un moment disent malheureusement que nos hôpitaux subissent une pression énorme, une saturation au niveau des services Covid, une saturation au niveau de la réanimation. On parle aujourd'hui du manque d'oxygène, d'une pression aussi sur l'Ovenox. Est-ce que la situation est grave, docteur Mihoub ? Alors, concernant la situation, c'est vrai qu'il y a eu une recrudescence alarmante du nombre de cas ces derniers temps. Au niveau de la réanimation, je peux vous dire que les lits sont saturés facilement. Il est difficile d'admettre et de prendre en charge un malade rapidement, lui trouver une place, un malade de réanimation. Bien sûr, quand on a... Pas seulement la réanimation. Pas seulement la réanimation, même les services Covid, les unités, on va dire les centres d'isolement, ils sont saturés rapidement. Il y a une affluence importante de malades ces derniers temps. Et c'est vrai que sur le plan pratique, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que personnel de santé, on se retrouve là devant un afflux de malades et on peut pas les hospitaliser souvent. De toute façon, si les malades... la population tombe malade en même temps. Toute la population tombe malade en même temps. Justement, vous parliez des mesures barrières qui ont été complètement abandonnées. Donc, même si on a 1000 lits de réanimation et 1000 lits de Covid, c'est clair qu'il est difficile de prendre en charge tout ce monde. Oui. C'est pour ça qu'on remet à chaque fois l'accent sur les mesures barrières et sur la vaccination qui est disponible. Pour le problème d'oxygène, par exemple, il y a beaucoup d'hôpitaux, notamment, oui. Alors ces derniers temps, on a écouté notamment des collègues à vous, de l'hôpital par exemple de Douira, qui parlaient du manque d'oxygène et d'une pression aussi sur l'Ovenox. Est-ce que chez vous, par exemple à Blida, vous sentez aussi ce besoin? Nous, franchement, à Blida, comme la structure, c'est une grande structure de réanimation qui a été mise en place dès le début de l'épidémie, on ressent un peu moins cette diminution par rapport, je parle de l'oxygène, par rapport à des centres ailleurs, effectivement. Mais ça reste quand même des places limitées et des moyens quand même assez limités. Quand on a une affluence de malades, c'est clair que ça sera rapidement dépassé tout ça. Oui. Je rappelle partie justement d'un collectif, docteur Mihoub, tout à fait. Qui a fait, alors ça s'appelle l'AMEN, voilà, Algerian Medical Network, qui est un réseau donc de médecins. Et vous faites de la sensibilisation justement. Tout à fait. En fait, c'est l'Algerian Medical Network. C'est donc on est un groupe de médecins. Toutes spécialités confondues, algériens. Alors d'ici et de l'autre côté, de la Méditerranée. Et on a des objectifs. En fait, c'est un groupe collectif qui a été créé depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire janvier, février 2020. Justement, il a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était le networking, c'est-à-dire garder un contact entre les médecins algériens d'ici et d'ailleurs pour faire de la sensibilisation et de la collecte aussi pour affronter cette épidémie. Oui. Donc c'est un groupe médical, scientifique. Donc il y a un échange, il y a des tables rondes, il y a des webinaires, il y a une formation, d'accord. Et on a un site. Une page Facebook et Oui, vous êtes très présent sur les réseaux. Voilà, et une chaîne YouTube. Donc, il y a un contenu scientifique en continu, il y a l'actualité Covid. Bon, ça concerne la Covid-19 parce que c'est l'actualité, mais c'est vrai qu'on a travailler aussi avec la PCH. La PCH, tout à fait. Donc, justement, ça, c'est le premier volet, c'est le networking, c'est la formation. Le deuxième volet, c'est un volet humanitaire. Bon, le deuxième volet, c'est un volet de sensibilisation. On fait des campagnes de
sensibilisation, on fait plein de vidéos dans le but de demander aux gens de respecter toujours les mesures barrières là, sur la vaccination et tout. Le troisième volet, c'est un volet humanitaire en fait. On fait une collecte de dons et on achète du matériel médical pour les malades, notamment les systèmes pour l'oxygénation, les masques à haute concentration et du matériel de protection pour le personnel soignant. Donc, je peux vous rassurer que ces dons, et ça marche dans la légalité la plus absolue. Donc, on est en collaboration justement avec les autorités sanitaires algériennes, avec la PCH, avec certaines associations comme les CAF et la Chifa, donc dont le secrétaire général de l'association Chifa, qui est Dr Mekki, qui est un référent en immunologie, en virologie, internationale. Donc, on essaie de nous s'entraider sur le plan scientifique, sur le plan médical, d'aide, donner du matériel et cela dure depuis le début du mois de janvier, de la crise. Je rappelle juste que vous êtes donc présent sur Facebook mais aussi sur YouTube, AMN, campagne. Effectivement, on peut vous trouver. Je peux vous donner des exemples sur les dons qui ont été acheminés. Donc il y a eu des brièvement. Dons. Voilà, brièvement. On a eu donc des dons un peu partout à l'est, au nord, l'ouest et le sud du pays. Donc il y a eu des dons à Biskra, à Taref, à Alger, à Blida et la liste est longue. Oran, Tlemcen, et je peux vous dire que actuellement on compte plus de 60 régions dans le pays, c'est-à-dire des confrères qui sont un peu partout dans les EPSP, les CHU, les EPH, et on compte plus de 4000 followers sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne chance, en tout cas. Merci. Voilà, maintenant, s'il y a des gens qui veulent se joindre à vous et vous aider. Tout à fait, il y a plus de détails sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Absolument, ils savent que, ils peuvent trouver donc, en tapant AMN sur Facebook ou YouTube. Docteur Mivou, justement, vous qui êtes dans les urgences et puis dans la réanimation aussi, donc vous êtes tout le temps en contact avec les malades. Alors en Europe, on parle aujourd'hui d'une grande capacité de contamination de ces variants, mais on dit que c'est vrai que les nouveaux variants sont très contagieux, mais la maladie n'est pas plus dangereuse. Est-ce que vous le constatez de visu aujourd'hui avec les cas que vous voyez? La maladie n'est pas plus dangereuse aujourd'hui parce qu'on parle aussi de cas graves. Alors, moi, ce que je peux vous dire, ce qu'on constate en réanimation par rapport à la souche initiale, comme disait professeur Nafti, donc les malades sont, on va dire, les malades de réanimation, c'est les mêmes, ils arrivent en détresse respiratoire, on ne s'en rend pas compte. Mais après, quand on fait l'interrogatoire, on cherche, on fouine un petit peu, l'anosmie qu'on décrivait souvent, c'est-à-dire il y a un changement dans le profil. Il y a un petit changement dans le profil, oui. Ça ressemble plus à un virus de la grippe avec des rhinorrhées, avec des douleurs au niveau de la gorge. De le rappeler. Alors aujourd'hui, comment on reconnaît qu'on est Covid? Alors, ce que je peux vous dire, que toute symptomatologie durant cette épidémie, tant qu'on est en pleine épidémie, toute symptomatologie des voies aériennes supérieures, il faut s'alerter et aller consulter. C'est-à-dire avoir un rhume. Il faut pas se dire, c'est ça. Il faut pas se dire que non, c'est un simple rhume, non, c'est un simple ceci, non, c'est la climatisation. Ce que les gens ont tendance à dire, non, une symptomatologie respiratoire, c'est-à-dire le nez qui coule, une obstruction nasale, une douleur au niveau de la gorge, des maux de tête, une douleur thoracique. Il y a aussi des symptômes. On parle beaucoup de symptômes digestifs aussi aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que c'est dû à la pastèque que j'ai mangée la veille, par exemple. C'est ça. On voit beaucoup de symptômes digestifs, type diarrhée, douleur abdominale. On voit beaucoup quand on fait l'interrogatoire avec les parents ou nos malades de réanimation. C'est vrai que le profil clinique a complètement changé. Nous, franchement, on parle plus d'anosmie et d'agueusie, c'est-à-dire la perte de l'odorat et la perte de goût. D'après nos constatations, ça a un peu diminué. C'est-à-dire les malades, en général, ils venaient, ils disaient ça a commencé avec une anosmie. C'est comme ça que je me suis alertée que faire le test ou aller me consulter. Mais maintenant, ils nous disent non, j'ai eu une symptomatologie respiratoire, un mal de tête. J'ai eu un mal de tête ou carrément rien du tout. D'emblée, c'est la détresse respiratoire. C'est ça en fait qui est grave aussi dans la troisième vague. Peut-être qu'on désature très rapidement. On désature très rapidement. Alors je trouve que le temps, ça se propage vite et les symptômes évoluent rapidement et la population, le profil de la population a changé. Avant, c'était des malades à risque qui arrivaient
en réanimation. C'est-à-dire C'était les diabétiques, les cardiopathes, voilà, les malades, des insuffisants rénaux chroniques et tout. Maintenant, on voit des sujets de beaucoup plus jeunes et sans tard. En bonne santé. Et en bonne santé et sans facteur de risque, qui font des formes graves. Donc là, c'est vraiment la sonnette d'alarme qu'il faut... c'est-à-dire... C'est pour dire aussi que tout le monde doit se faire vacciner, même si on est jeune et en bonne santé. Avec professeur Nafti parlait des enfants, on n'en sait rien, hein, on est au début de la vague, donc ça peut toucher les enfants, c'est la catastrophe si c'est le cas. Donc il faut vraiment être vigilant et revenir sur les deux moyens de protection, les deux et uniques moyens de protection qu'on a actuellement, c'est la vaccination et les mesures barrières. Oui. Alors en préparant cette émission, on a parlé un peu, docteur Mihoub, vous avez parlé de clusters familiaux, on parle aujourd'hui beaucoup de clusters familiaux. Bon, ça s'explique un peu, vous allez me dire, par le relâchement, parce qu'il y a eu des fêtes qui ont été organisées à l'occasion de la 6e, à l'occasion du brevet, des fêtes de mariage malheureusement. Mais il y a aussi une constatation, par exemple, si un membre d'une famille qui est admis en réanimation, c'est les autres aussi qui vont arriver. Est-ce qu'on peut parler de prédisposition génétique, par exemple, ou une fragilité face au Covid chez certaines familles ? Alors là, oui, bon, ce n'est pas caractéristique de cette Par exemple, vague, le groupe sanguin aussi, parce qu'on en a parlé aussi à un moment donné. À un certain moment, le groupe sanguin. Mais en fait, je voulais juste revenir à votre question concernant la spécificité de cette vague. Cette vague. Mais en fait, ce qu'on voit, nous, au niveau des hôpitaux, ce sont les formes graves. Et on oublie que ce que représente la population hospitalière Covid, ce n'est que 5%. Oui, parce que c'est ça ce qu'il faut avoir. C'est pas représentatif. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il y a les 95% qui sont dans la nature, qui sont chez les privés, ils sont chez eux en automédication. C'est-à-dire qu'on n'a pas le véritable profil clinique dans les hôpitaux. Je pense que cette vague ou ce variant qui circule maintenant n'est pas aussi dangereux. C'est le même taux de mortalité que nous avons depuis le début de la pandémie. Il n'y a pas une mortalité plus importante qu'avec ce variant ou les variants qui ont précédé. C'est un peu normal vu le nombre de contaminations. Nous n'avons pas les véritables chiffres. Nous sommes probablement devant des milliers de cas qui sont de chez eux. Vous avez parlé de clusters familiaux, de voisins. Il y a plein de malades qui ne viennent pas au nouveau hôpital. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'hôpital, ils se font traiter avec le traitement classique, la vitamine C, les Zitromax, les antibiotiques. Ils sont chez eux, ils se rétablissent dans une... C'est ça, là, il faut se rappeler ça. Maintenant, vous me parlez de la prédisposition génétique. Effectivement, depuis le début de la pandémie, il y a eu certains travaux qui ont démontré probablement qu'il y a une fragilité familiale. On a incriminé un peu le groupe sanguin, probablement. Il y a peut-être des dysfonctionnements dans le système immunitaire qui font que nous sommes un peu plus vulnérables devant ce virus respiratoire. Ça, c'est des choses qui existent, mais c'est pas quelque chose de général. C'est des cas particuliers, peut-être probablement une fragilité immunitaire, des mutations dans certaines... Ça a été relevé par des médecins en réanimation, hein, c'est pour ça que je pose la question. Hein. On a remarqué, par exemple, quand il y a des décès dans une famille, on a 2-3 décès dans la même famille. Probablement, c'est dû, je vous ai dit, peut-être à une prédisposition génétique, un mauvais fonctionnement du système immunitaire qui aggraverait un peu cette infection Covid-19. Si vous permettez, je souhaiterais rebondir sur l'automédication. Donc, on constate que les gens, maintenant, vont au pharmacien directement, ils s'achètent leurs propres médicaments. Vous anticipez un peu sur ma prochaine question. Excusez-moi. Oui, non, allez-y. Donc, je tiens à le faire, à le dire parce que on voit les gens, comment ils se comportent. Alors, je tiens à dire à la population qu'on ne peut pas donner le même traitement avec les mêmes doses chez toute la population. C'est pas stéréotypé. Alors, chaque malade, c'est un cas. Un malade qui n'a aucun antécédent, c'est pas comme un malade qui est diabétique ou qui est cardiopathe ou qui est hypertendu. Donc chaque malade, c'est un cas particulier. Donc on établit l'ordonnance selon son cas. Donc c'est pas stéréotypé, c'est pas acheter ceci, acheter cela, et c'est comme ça, c'est ça le traitement du Covid. Je souhaite alerter la population dans ce sens. Conclusion ? La semaine prochaine, ça sera l'Aïd al-Adha, donc on sait très bien que malheureusement ou heureusement, nos fêtes sont toujours des rassemblements familiaux. Peut-être dans le contexte actuel, c'est, on va dire malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut recommander dans la situation actuelle ? Peut-être un retour vers le confinement, professeur Djidjik ? Malheureusement, quelles sont les mesures urgentes qu'on devrait prendre ? Malheureusement, on est en train de revivre la même situation que l'année dernière. C'est drôle, mais c'est comme ça. En juillet dernier, l'histoire se répète. 2020, en juillet, absolument. on était ensemble, si vous vous rappelez. Je pense que l'Aïd al-Adha, c'est une fête religieuse qui fait rencontrer beaucoup de personnes. Je pense que le risque est là. Moi, je pense que cette vague, si on veut la contrôler, si on veut éviter que les hôpitaux soient saturés,
respectant les gestes barrières. Je pense que l'Udhiya, si elle doit se faire, c'est vraiment chez des familles vraiment pas nombreuses, c'est-à-dire qu'on doit éviter les regroupements de 10, 20, 30 personnes, parce qu'on voit comment on égorge dans les quartiers, 20, 30 personnes, ça c'est vraiment à éviter. Celui qui peut égorger dans sa maison 2, 3, 4 personnes, mais je pense que les regroupements de 20, 30 personnes dans un quartier, c'est un véritable danger pour les hôpitaux et pour la population. Oui, docteur Mihoub, vous avez le mot de fin justement. Oui, donc moi je reviens sur les mesures barrières, absolument. Barrières, oui. C'est clair. Avec un virus qui ne baisse pas malheureusement avec les variants. Tout à fait, avec le virus qui est là malheureusement, qui est toujours présent. Quand on voit le nombre de cas augmenter quotidiennement, quand on voit les malades mourir quotidiennement, quand on voit nos confrères mourir quotidiennement, donc il faut réagir par rapport à ça. Il faut que la population soit consciente que les mesures barrières, c'est la première arme qu'on a, qu'il faut jamais se relâcher. On peut vivre sa vie normalement, mais au moins en prenant ses précautions. Et c'est le seul moyen pour éviter qu'il y ait une ascension brutale d'un grand nombre de malades. Donc impossible, quel que soit l'organisme de santé auquel vous êtes ou que vous avez, il ne pourra pas faire face à tout et prendre en charge tous ces patients. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. J'espère que votre message est arrivé. Alors, les mots à retenir, bien sûr, vaccination et mesures barrières. Faites attention à vous. C'est une phrase qu'on a tendance à dire banalement, mais faites attention à vous.